Merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné l'opportunité d'interagir avec la population de Mbour au sujet de la gestion du foncier. Je voudrais d'abord rappeler qu'au Sénégal, alors, le foncier est régi par plusieurs textes selon la nature juridique de l'assiette. Parce que d'un côté, nous avons le domaine national qui représente la plus grande partie des terres au Sénégal et qui est régi par la loi 64-46 relative au domaine national. Et cette loi confère des compétences en matière de gestion aux collectivités territoriales. À l'époque, c'était aux communautés rurales, mais avec l'acte 3 de la décentralisation, ces compétences sont confiées aux communes. Et en la matière, il faut distinguer les compétences relevant de l'organe exécutif, qui est le maire, et celles relevant de l'organe délibérant, qui est le conseil municipal. Et là, je voudrais préciser de façon claire, nette et précise qu'en matière d'affectation des terres du domaine national, seul le conseil municipal est compétent. Bien entendu, le citoyen ressortissant de la commune concernée adresse une demande au maire, qui est la personne morale de la collectivité, mais le maire, lorsqu'il reçoit une telle demande, la première chose à faire, c'est de saisir la commission domaniale, qui effectue un travail préalable de terrain pour d'abord s'assurer que le terrain du domaine national demandé est libre de toute occupation. Sur la base de ces constats, cette commission établit un rapport qui est présenté lors de la réunion du conseil municipal et sur la base de ce rapport, le conseil municipal, en toute souveraineté, décide d'affecter ou de refuser l'affectation. Et si la délibération du conseil municipal accepte l'affectation, cette délibération est par la suite transmise aux représentants de l'État. Alors, ça peut être le préfet ou le sous-préfet, qui a un rôle de contrôle de légalité. Et l'objectif de ce travail de contrôle, c'est pour s'assurer que toutes les règles en matière de gestion du domaine national ont été respectées, notamment alors, la qualité du demandeur, alors la superficie, la localisation géographique. Et tout cela, si tout cela est favorable, le représentant de l'État approuve. Et c'est à partir de l'approbation que l'affectataire dispose d'un droit. Et je voudrais m'appesantir sur la nature du droit qui est conféré aux demandeurs par cette délibération approuvée par eux. C'est uniquement un droit d'usage. Parce que comme son nom l'indique, c'est le domaine national et la loi est claire là-dessus. Alors, le domaine national n'est susceptible d'aucune transaction. Il ne peut pas être vendu, cédé, légué, etc. Bien entendu, le titulaire n'a qu'un droit d'usage. Alors, et ça me permet également de me prononcer sur la composition du domaine national. Parce que le domaine national est composé de trois catégories de terres. Il y a les zones périurbaines qui bordent les communes. Il y a les zones classées qui sous-entend tout ce qui est zone classée, forêt classée, etc. Les réserves qui sont des domaines protégés. Il y a aussi ce que l'on appelle les zones de terroir. Ce sont ces zones de terroir qui accueillent les activités agricoles, les activités pastorales, entre autres. Et enfin, il y avait ce que l'on appelait les zones pionnières. Et ce sont ces zones pionnières qui étaient utilisées à l'époque dans le cadre des grands projets structurants de l'État, tels que les zones d'aménagement agricole, etc. Et depuis 1976, il y a une loi qui reverse ces zones pionnières dans les zones de terroir. Et la compétence de l'organe délibérant se limite aux zones de terroir. Alors, à côté de ce domaine national, il y a ce que l'on appelle le domaine privé. Le domaine privé implique le domaine privé des tiers, parce que des personnes physiques comme morales peuvent avoir leur domaine privé, leur titre foncier, pour parler de façon prosaïque. Il y a à côté aussi le domaine privé de l'État.
c'est-à-dire toutes les terres qui sont immatriculées au nom de l'État. Alors, et la gestion de ces terres immatriculées de l'État donne exclusivement au service des domaines la compétence de poser des actes sur ce domaine privé de l'État. Alors, il n'est pas dit qu'une commune ne peut pas disposer de ce domaine privé de l'État dans le cadre de ses projets d'équipement collectif tels que les lotissements. Mais pour cela, il y a une procédure bien précise qui démarre par la demande formulée par la commune concernée. Cette demande instruite par le service des domaines est ensuite transmise à la commission de contrôle des opérations domaniales qui siège au niveau national et qui regroupe un certain nombre de services. Et il faut saluer l'innovation que le chef de l'État a apportée dans cette commission en intégrant la DESCOS qui, comme vous le savez, a des compétences en matière de surveillance et de contrôle de l'occupation de la vie, qui devient du coup un membre à part entière de cette commission. Cette commission se prononce sur la demande en émettant un avis. Si l'avis est favorable, donc la mairie est autorisée à entamer un projet. Le projet se fait sur la base d'un plan qui ressort tout ce qui est l'eau à usage d'habitation, les voiries et réseaux divers, les espaces dédiés aux équipements collectifs. Et tout cela est ensuite transmis au ministre en charge de l'urbanisme qui jusqu'à présent est la seule autorité compétente à autoriser un lotissement sur l'ensemble du territoire national. Alors, sur la base de cette autorisation, il y a un travail technique d'implantation sur la base, bien entendu, du plan approuvé. Si le travail d'implantation est terminé, c'est-à-dire la pose des bornes, la délimitation des lots, la délimitation de l'emprise des voiries et réseaux divers, la délimitation des espaces dédiés aux équipements collectifs, il y a ensuite une phase administrative. Cette phase administrative consiste en la convocation par le maire qui est le président de la commission d'attribution des parcelles, dont le rapporteur est le service des domaines. Parce que je l'ai dit tantôt, seul le service des domaines est compétent pour poser des actes sur le domaine privé de l'État. Et cette commission comporte comme entre autres membres le service du cadastre, le service de l'urbanisme, l'hygiène, l'environnement et même le délégué de quartier, donc qui abrite le lotissement. Alors, sur la base des demandes reçues des citoyens, cette commission procède à l'attribution, comme son nom l'indique, commission d'attribution des parcelles. Donc après, il y a un procès verbal qui est établi, alors signé par tous les membres, et transmis aux représentants de l'État pour approbation. Une fois ce procès verbal approuvé, alors il est transmis au chef du bureau des domaines qui est habilité à établir ce que l'on appelle les notifications. Et là, je m'empresse de préciser que cette notification ne vaut pas titre de propriété ou droit réel. C'est juste une information qui est donnée à la personne retenue comme affectataire. Et sur la base de cette notification, on l'invite à se rapprocher du bureau des domaines pour les démarches subséquentes, notamment la demande de bail, alors qui constitue un droit réel, parce que le bail c'est une location. Donc le domaine relève du domaine privé de l'État qui accepte de le mettre à votre disposition sous forme de location, moyennant un montant annuel à verser. Alors, sur la base de ce bail, vous pouvez prétendre quelque temps après à une cession définitive. Donc, dans ce cas, on établit un titre foncier individuel pour votre compte. Donc, ce qui m'amène à dire qu'il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie pour veiller au respect des règles qui gouvernent la gestion du foncier, quelle que soit sa nature juridique. Alors, cet élément est important et c'est pourquoi je voudrais lancer un appel en direction des populations pour les inviter à régulariser leur situation auprès des services des domaines. Parce que la notification que vous avez ne vaut pas titre de propriété. La preuve, vous ne pouvez pas le mettre comme garantie
à la banque moyennant un financement. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas le vendre, la notification en tant que telle, parce que vous n'avez pas encore de bail. Par contre, si vous avez un bail, vous pouvez céder vos droits au bail. Vous pouvez également hypothéquer le droit au bail, donc auprès d'une banque pour pouvoir disposer d'un financement. Alors, je voudrais donc dire que sur le domaine privé de l'État, ni le conseil municipal, qui est l'organe délibérant, ni l'organe exécutif n'a compétence à poser un quelconque acte. Et cela a des répercussions plus tard, parce que une fois que la personne est affectataire d'une parcelle issue d'un projet de lotissement, cette personne, plus tard, aura besoin de construire. Et c'est un document qu'on va lui réclamer au moment de solliciter l'autorisation de construire. Et l'autorisation de construire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, fait intervenir 3 acteurs clés. Il y a les services techniques qui sont chargés d'émettre un avis sur la demande. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a le maire qui est compétent pour autoriser la construction, et il y a le représentant de l'État qui est là pour effectuer le contrôle de légalité qui doit déboucher sur l'approbation ou non de l'autorisation de construire. Si l'autorisation de construire est approuvée, c'est à partir de ce moment qu'elle devient exécutoire. Et pour en revenir aux avis, j'entends souvent certaines personnes dire le préfet a rejeté et pourtant le service tel a émis un avis. L'avis émis par le service, c'est un avis technique. Je prends le cas par exemple du cadastre. Lorsqu'il reçoit un dossier de demande d'autorisation de construire, sur une assiette bien précise, alors il doit s'assurer que le plan de construction de la maison que vous avez joint au dossier correspond aux limites de la parcelle. Par exemple, si vous avez une façade de 11 mètres, il faut que le plan de construction soit conforme à ces 11 mètres de façade. Mais si vous dépassez pour mettre 15, il va s'en dire qu'il va rejeter. Donc c'est un travail technique. C'est le cas également de l'urbanisme qui s'assure que le terrain objet de la construction relève d'une zone édificandi, c'est-à-dire qui n'est pas une zone non édificandi, parce qu'il y a des zones non édificandi. Et le code de l'urbanisme le dit clairement. Et plus tard, aujourd'hui, avec le référentiel en matière de planification spéciale, qui est le plan national d'aménagement territorial, a clairement déterminé les zones qui peuvent faire l'objet d'une construction, les zones qui doivent abriter des unités industrielles, les zones à classer, etc. Et même les zones d'aménagement réservées, pour pouvoir tenir compte du développement futur de nos localités. Alors, c'est des avis techniques, et c'est sur la base de tous ces avis que le dossier est transmis au maire qui autorise, et une fois que le maire autorise, avant que la construction ne démarre, c'est-à-dire avant que l'autorisation ne soit exécutoire, il faut qu'elle fasse l'objet d'une approbation. Maintenant, le contrôle que moi je fais en tant que représentant de l'État ne vise qu'une seule chose, c'est-à-dire s'assurer que toutes les règles de droit ont été observées et que la personne qui prétend être le titulaire de la parcelle l'est effectivement. Et je voudrais leur dire que c'est dans leur intérêt, parce qu'on voit assez souvent une personne construire sur une parcelle qui ne lui appartient pas. Et la conséquence, c'est la destruction, la démolition. Et on sait tous qu'au Sénégal, les gens travaillent dur pour économiser de quoi construire une maison. Si vous construisez une maison sur une parcelle qui ne vous appartient pas, si le véritable titulaire se rapproche de la justice, la décision sera implacable et les services seront chargés de procéder à l'exécution de cette décision de démolition. Et c'est justement pour éviter aux citoyens ces cas douloureux que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que la personne qui construit est le véritable ayant droit de la parcelle.
Alors, et c'est ce qui m'amène à dire ou à rappeler encore une fois qu'en matière de gestion foncière, chaque acteur a une compétence bien précise. Alors, qu'il ne peut pas outrepasser ou bien qu'il ne peut pas ignorer. Là, exemple, si je prends le cas précis de la commune de Mbour, alors souvent nous recevons des dossiers avec des actes administratifs du maire. À l'analyse, on se rend compte que c'est sur un titre foncier de l'État. Et comme j'ai dit, sur un domaine privé de l'État, un acte administratif du maire ne peut pas valoir titre de propriété ou droit. Deuxièmement, alors, s'il arrive que cet acte soit établi avant l'immatriculation de la parcelle, donc ce qu'on demande, c'est que la personne nous présente ou bien la mairie joigne le PV de la commission d'attribution de parcelle, même si la parcelle a fait l'objet entre-temps de transactions. Mais au moins, si on a le procès-verbal d'attribution, on saura que celui qui a vendu a été l'affectataire de la parcelle. Ou bien celui qui a acheté l'a acheté auprès d'une personne qui l'a acquis auprès du premier affectataire. Parce qu'il y a toujours la preuve à travers un acte de cession. Troisième élément, alors, comme je l'ai dit, tout acte à caractère domanial, une fois pris par la collectivité territoriale, doit être transmis aux représentants de l'État pour approbation. Et vous ne verrez jamais sur ces actes administratifs l'approbation du représentant de l'État. Donc ces actes ne sont pas censés exécutoires. Parce que pour que l'acte d'une collectivité territoriale soit exécutoire, il faut, en plus des formalités de publication, il faut que l'acte soit transmis aux représentants de l'État pour contrôle de légalité. Et le contrôle de légalité pour ces actes à caractère domanial est matérialisé par l'approbation. Donc ça veut dire que quelque part il y a des manquements et je pense que nous tous, nous avons la responsabilité de mettre les citoyens dans un confort juridique, dans une situation de sécurité juridique pour que demain, qu'ils ne soient pas exposés à la conséquence de nos actes qui ont été posés alors, en parfaite ignorance des règles qui gouvernent la gestion foncière. Et l'appel que je lance en direction des populations, c'est que ceux qui ont des notifications ou des actes, etc., qu'ils se rapprochent des services compétents. Parce que ici, nous avons deux cas de figure. Il y a des lotissements qui ont été faits dans les années 90. À l'époque, c'était les préfets qui étaient les présidents de commission d'attribution des parcelles. Alors, qui ont eu à délivrer des notifications. Mais souvent, les gens se limitent à ces notifications. Mais comme je l'ai dit, ces notifications ne peuvent pas prévaloir en tant que droit. Donc, c'est pourquoi on les invite à se rapprocher des services compétents, notamment le domaine, pour entamer la procédure de demande de bail. Si c'est les lotissements qui sont intervenus après, alors le transfert de cette compétence des préfets vers les communes, alors nous leur demandons de se rapprocher de la mairie pour disposer de l'extrait du PV de la commission qui leur avait affecté et puis qui se rapproche du service des domaines. Alors si nous tous nous œuvrons dans ce sens, je pense que nous éviterons au mieux les contentieux, qui, il faut le rappeler, sont énormes, plus particulièrement dans la commune de Mbour. Et je pense que ces contentieux ne sont pas de nature à assurer aux citoyens alors un bon droit. Donc, par conséquent, nous devons œuvrer pour éviter au mieux la naissance de ces contentieux. Et la meilleure manière, c'est de prendre le temps de mener les démarches nécessaires, mais aussi de veiller au respect des lois et règlements qui régissent la matière foncière.